Le cavalier kirghize arpente la steppe verdoyante. Comme ses lointains ancêtres, il sait que rien n'entravera son esprit nomade. Il appartient à ce peuple de l'Asie centrale, à l'histoire mouvementée, qui a toujours ressenti ce besoin de liberté. Immensité de steppes, de plaines et de déserts, l'Asie centrale n'a pu, pendant des siècles, se vivre qu'à cheval. Le nomadisme y était une nécessité. Aux confins de la Chine et de la Russie, elle fut pendant des centaines d'années traversée par des routes commerciales. L'Orient y importait de l'or, de l'argent, de l'ivoire, de la laine et des chevaux, tandis que l'Occident s'approvisionnait en porcelaine, thé, lac, épices et soie. Cette fameuse soie qui donna son nom à une route légendaire. Au carrefour de toutes les convoitises, l'Asie centrale ne pouvait qu'attirer les conquérants comme Alexandre le Grand ou Gengis Khan, avant de subir l'expansionnisme tsariste et la colonisation russe. Cette partie de l'Asie centrale est une région mythique qui a vu passer tous les grands conquérants, bien entendu, Gengis Khan, Tamerlan, et puis il y a eu également tous les grands voyageurs, c'est-à-dire Marco Polo, Guillaume de Robrook, tous ces personnages extraordinaires qui nous ont laissé des écrits et des souvenirs de leur voyage à travers l'Asie centrale, la route de la soie. Et je souhaitais très ardemment voir réellement comment la vie nomade était organisée dans cette région du monde. Au début du XXe siècle, comme ses voisines ouzbèques, kazakhs, tadjiks et turkmènes, le Kirghizistan est devenu une république socialiste soviétique. Il n'a accédé à l'indépendance qu'en 1991, après l'implosion de l'URSS. C'est désormais une république souveraine, démocratique et laïque, basée sur le principe d'état de droit. Pays de montagnes pittoresques, traversé par les crêtes du Tian Shan et du Pamir Alai, le Kirghizistan est aujourd'hui la plus accessible et la plus chaleureuse de ces ex-républiques soviétiques. Le voyageur y est rapidement séduit par la splendeur des paysages, ses espaces de grandes montagnes couvertes de neige éternelle, ses rivières turquoises et ses vallées verdoyantes auxquelles s'ajoute l'hospitalité des habitants. D'une superficie de près de 200 000 km², le pays est long de 900 km et large de 400. Près de 90% du territoire se situe à plus de 1500 mètres d'altitude et l'altitude moyenne est de 2750 mètres avec des sommets dépassant les 7000 mètres. 4% du territoire est couvert de glaciers. Leur fonte alimente une multitude de rivières et près de 2000 lacs, dont le plus grand, le lac Issyk-Kuk, est le deuxième au monde par sa taille après le lac péruvien Titicaca. L'eau est véritablement l'un des trésors du Kirghizistan. La Kirghizie, elle a toutes les chances, c'est-à-dire devant les autres pays. C'est un pays de montagne, de différents niveaux, de haute altitude, des cols qui se trouvent à 3500 mètres, à 4000 mètres, des glaciers qu'on voit. Il y a 3 climats, vous pouvez voir les 4 climats en une journée. Vous pouvez bronzer sur une petite distance. Après 2 heures de route, vous arrivez sur un lieu à 3500 mètres avec un pâturage, avec des champs d'Elvez. Vous arrivez par exemple à Baïtova avec un glacier, il peut neiger. Vous redescendez après 2 heures, vous allez vous retrouver sur un champ avec du soleil. C'est fabuleux, c'est-à-dire c'est pas un pays de forêt, c'est un pays de haute montagne, steppe, demi-steppe, avec un climat qui est vraiment continental. Pendant toute la journée, vous pouvez voir toutes les saisons. De la famille des peuples turcs, les Kirghizes sont l'un des plus anciens peuples d'Asie centrale. Sur quelques 5 millions d'habitants de ce pays, on dénombre environ 80 groupes ethniques, dont les Kirghizes, les Ouzbeks, les Russes et les Kazakhs. La langue nationale est le kirghize, mais le russe reste la langue officielle, utilisée pour les échanges commerciaux et la communication interethnique. On trouve encore de nombreuses traces de la présence russe dans ce pays, comme la légendaire voiture Lada, l'un des véhicules les plus courants dans ces contrées, qui peine un peu sur les chemins de traverse. Idéal en revanche pour accéder à des lieux qui autrefois étaient le seul apanage des cavaliers, le sidecar est aussi utilisé par les Kirghizes.
Bien que d'un autre âge, ces modèles ont été choisis par l'association Motoland Aventure pour une expédition originale dans le nord-est du Kirghizistan avec un groupe de 12 voyageurs de l'île de la Réunion. Effectivement, l'association avait auparavant organisé 2 raids moto dans l'Himalaya, en Inde, un dans l'état du Himachal Pradesh et l'autre dans l'état du Jammu-Cachemire. Cette fois-ci, on continue l'exploration de l'Asie, on est en Asie centrale, au Kirghizistan, ex-État de l'Union soviétique. La particularité de ce circuit, c'est que nos 6 motards rayonnés seront amenés à conduire des 650 Ural des années 70, de concept soviétique aussi. On sera amené à parcourir plus de 1500 km à travers des steppes, jamais en dessous de 2000 mètres d'altitude, parce qu'on a quand même des cols à franchir à plus de 4000 mètres, en contact avec une civilisation nomade kirghize. Fabriquées pour la plupart dans les années 70, ces machines Ural, de célèbre fabrication russe, copient des modèles des années 40. Elles seront pilotées, non sans peine, au cours de cette aventure sur plus de 1500 km. Bishkek est le point de départ idéal pour cette expédition, dont la préparation détermine la réussite du voyage. Il faut en effet emporter suffisamment de vivres pour 2 semaines. Ils seront achetés sur place, puis stockés dans l'un des 2 véhicules d'assistance. Le groupe de motards est accompagné de 2 chauffeurs, 2 mécaniciens, 2 cuisinières et un guide francophone. L'agence Ultimate Aventure, qui organise l'expédition, a l'habitude de cette logistique et met en place chaque année, de juin à septembre, des circuits sportifs ou culturels pour des touristes francophones. La Kirghizie, c'est une destination, c'est-à-dire touristique, c'est des gens qui aiment découvrir. C'est pas un pays, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles. Dès qu'on quitte la capitale Bishkek, il n'y a pas d'eau chaude. Tout ce qu'on emmène avec nous, même avec des groupes, on a des tentes toilettes, des tentes avec des douches qu'on emporte avec nous, tout est emportable. La capitale du Kirghizistan, centre politique, économique, scientifique et culturel du pays, Bishkek, est une ville d'environ 1 million d'habitants. Perchée à une altitude d'environ 800 mètres, au pied des montagnes de l'Alatao, elle fut construite sur l'antique piste commerciale qui relie l'Asie centrale à la Chine, à la bifurcation de la route qui la relie à l'actuel Almaty, au Kazakhstan. Après la Première Guerre mondiale, l'industrie et la construction civile prennent de l'essor, faisant en peu de temps passer la ville des yourtes et constructions en pisé aux bâtiments modernes. L'architecture stalinienne, omniprésente dans la capitale, témoigne de son histoire. De cette époque, la cité a hérité de monuments aussi grandioses qu'austères, bâtiments administratifs, musées et théâtres, qui contrastent avec le charme plus romantique d'édifices religieux, comme la ravissante église orthodoxe de Jibek-Jelou, coiffée de bulbes bleus. Jusqu'à l'effondrement de l'URSS, les moyens considérables des soviétiques bénéficient au Kirghizistan, jusque dans les villages les plus reculés. De cette époque datent des infrastructures essentielles telles les routes, les ponts, le réseau d'eau, d'électricité et de téléphone. Cependant, la vie est difficile pour les Kirghizes, dont le salaire moyen excède rarement les 50 € par mois dans les villes et moins de la moitié en zone rurale. Le chômage et le sous-emploi sévissent, les prix ne cessent d'augmenter, comme ceux des denrées alimentaires ou celui du charbon, qui a presque doublé en 3 mois. La vie au quotidien est dure pour la majorité de la population, qui vit souvent dans des logements vétustes et des conditions précaires. Dans les villes, dans les villages, pas beaucoup d'activités, très surpris par l'absence totale de construction, de travaux, même sur les routes, pas de maisons, pas de rien. Donc cette sensation que ces anciens pays de l'Union soviétique ont un petit peu du mal à redémarrer dans une dynamique réelle. Heureusement, dans ce pays, la terre est fertile et produit sans engrais. C'est pourquoi l'on trouve de tout sur les marchés. Celui d'Osh, à Bishkek, laisse voir une profusion de légumes et de fruits variés, de produits à base de lait comme les kouroutes, boulettes de fromage séché,
et de gâteaux et de bonbons dont les gens sont très friands. On trouve aussi de la viande en abondance. Elle est considérée comme un mets de choix. C'est ainsi que les repas de fête peuvent n'être constitués que de viande de mouton, par exemple, sachant qu'il faut 250 sommes pour acheter 1 kilo de viande, soit 1/10 du salaire moyen. Réussir à quitter la capitale sur ces machines d'un autre âge reste un défi. Dès les premiers kilomètres, les petites pannes se succèdent et les motards se font secourir à chaque arrêt par les mécaniciens, heureusement très réactifs. Le retard accumulé provoque un changement de programme. Impossible de passer le premier col le premier soir comme prévu. Et puis si je suis trop près à droite, il ne faut pas hésiter à lever la main parce que je pense que je vais dans la conduite difficile, assez physique, parce qu'il faut un petit peu en permanence se bagarrer contre la moto qui va vous amener à droite, à gauche, enfin un petit peu où elle veut. Et en même temps, intense, ouais. Vraiment des sensations intenses, ce que j'attendais. Bon, on a eu beaucoup de problèmes dès le début parce que ça reste quand même des motos des années 70, ce sont des Oural et beaucoup de soucis, beaucoup de pannes, on a perdu plusieurs heures, donc un retard, je dirais, pratiquement de 4 à 5 heures sur notre itinéraire prévu. Le col du Touachou-Pass n'est atteint que le lendemain matin. À près de 3600 mètres, le sommet marque l'entrée d'un tunnel, mais il est momentanément fermé pour cause de travaux. Le retard s'accroît. Le petit souci, c'est que le tunnel est fermé depuis 1 heure maintenant, parce qu'apparemment il y a des travaux, il y a dû y avoir des éboulis, donc on est coincé, et puis on va attendre un petit peu, puis on repartira tranquillement avec tout le monde. Oui, alors on a eu quelques difficultés pour traverser ce tunnel, il était fermé, du coup on a perdu plus d'1 heure sur notre timing. Puis là on est en bas du col et on va quitter la route asphaltée pour faire de la piste. Je pense qu'il y a à peu près 150 km, plus de 5 heures de sidecar et il est déjà midi. Et je pense qu'on atteindra notre camp de base ce soir. Ces premiers imprévus surmontés, la descente dans la vallée de la Soussamire augure des paysages majestueux qui ne laisseront pas d'époustoufler le groupe tout au long du voyage. Après Cocomjoul, se succèdent en effet des tableaux d'une beauté incroyable. La falaise rouge qui précède le canyon de la Kekemeren ne peut laisser aucun voyageur indifférent. Les fins de journée sont ardues. Les étapes d'environ 150 km permettent rarement d'arriver avant la nuit, particulièrement fraîche. Mais quel plaisir de se réveiller chaque matin dans un lieu magique que l'on découvre comme un cadeau de la nature. Après une arrivée de nuit, suite aux très nombreuses pannes, donc il a fallu monter nos tentes un petit peu dans la précipitation, dormir avec les odeurs très agréables de la journée, un petit peu fraîche, on n'est pas encore à notre hauteur maximale, donc ça promet, mais sinon tout va très bien. La levée de camp quotidienne prend un certain temps. Les sidecars font l'objet d'une vérification minutieuse chaque matin. Les motards en profitent pour découvrir leur environnement. Et au lever du soleil, une maison de berger apparaît qui jouxte le campement. Partager un moment dans la vie simple et rude de ces paysans est une occasion privilégiée. La caravane reprend la route en direction du lac Songkul, l'un des plus beaux sites du Kyrgyzstan, situé à 3000 mètres d'altitude. Pour y parvenir, les sidecars gravissent les pentes du col de Karakiché, perché à 3400 mètres d'altitude. La piste est éprouvante pour les pilotes. Pour moi, ça représente quelque chose d'infini au niveau éléments, surface, végétation. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ces immensités sauvages et vraiment, je suis très impressionné par ce pays dans lequel je reviendrai peut-être volontiers faire un trek. L'arrivée au sommet est un éblouissement.
Elle laisse découvrir une immense étendue de steppes parsemée de troupeaux de chevaux. Leurs propriétaires vivent dans des yourtes. Semi-nomades, ces bergers ont toujours été habitués à ces maisons de feutre. L'été, ils quittent leur village ou leur camp d'hiver pour monter en haute altitude, chercher de meilleurs pâturages. La yourte est un élément culturel cher au peuple kirghize. Toute la vie nomade, rythmée par le quotidien du troupeau, garder les bêtes, faire les traites, transformer le lait, se déroule dans et autour de ce logis mobile. La yourte forme un cercle au sol de 3 à 6 mètres de diamètre. Dans cet espace réduit, c'est autour du poêle, alimenté par des bouses séchées, que s'articule la vie de la famille. L'étranger de passage est facilement invité à pénétrer dans cet espace intime pour déguster du lait de jument fermenté. Elle est l'occasion d'une rencontre pour ces bergers souvent coupés du monde. Juni, Axel. Au bord du lac Songkhul, c'est un bonheur que de faire l'expérience d'une nuit sous yourte. Alors que dehors, la température nocturne est négative, cet abri, plus confortable que les simples tentes de l'expédition, est le bienvenu. Dans les montagnes, les temps ils changent vite. Par exemple, jusqu'à midi, ça un peu le soleil, le ciel est clair. Et après-midi, ça commence les nuages. Ça seulement on a toujours dans les altitudes. Même en été? Oui, même en été. Il y a la neige aussi, ça arrive ici. Mais en altitude, on a plus. Par exemple, ici, on a passé jusqu'à les moins 40-50 pendant l'hiver. Le lac Songkhul et ses abords offrent un espace de steppe immense au bord de l'eau, avec pour seul voisin quelques yourtes éparses, des troupeaux de moutons et de chevaux en liberté. Le Kirghizistan pourrait s'apparenter à une petite Mongolie, les montagnes en plus. Les motards se rêvent cavaliers des steppes et troquent pour quelques heures leur monture d'acier pour des chevaux d'alpage. L'Asie centrale est réputée depuis des millénaires pour ses chevaux. Ils sont les ailes des Kirghizes, dit le proverbe. Entre ce peuple de cavaliers et l'animal, doué comme aucun pour galoper en altitude, règne une harmonie parfaite. Cette halte revivifiante est aussi l'occasion de revoir le circuit. Les retards des premiers jours obligent à supprimer une étape. Par ici alors? Oui, ouais. On a passé l'école de Melsachou. Ça traduit comme les Marx, Engels, Lénine, Staline. Et on a descendu de cette école. Après l'école, on a installé le camp. On apprécie, on boit un petit peu cette journée de repos, dans un calme absolu, aucun bruit, des paysages absolument fantastiques. Je crois qu'on gagne notre repos intérieur aujourd'hui. Le voyage se poursuit avec ces pistes ardues que font oublier les paysages somptueux. Les pannes sont heureusement moins nombreuses, les pilotes s'appropriant un peu plus leur machine. C'est certain que la moto fait au départ complètement partie de ce voyage. C'est la découverte d'un pays avec des engins complètement mythiques, c'est sidecar. En même temps, c'est très éprouvant physiquement. Les motos sont difficiles à conduire. La piste est dure aussi.
мотоцикл, в общем-то. И также есть специфика. Les premières motos de marque Ural datent des années 1940. Elles étaient utilisées durant la Seconde Guerre mondiale et ensuite par la police soviétique. Elles sont encore produites actuellement. Ну, так, в общем-то, ну и сама техника. Toutes les pannes se sont produites dans les premiers jours. C'est habituel. Ce n'étaient pas des pannes sérieuses. Cela dépend surtout des pilotes étrangers qui ne connaissent pas ces engins et ont l'habitude des motos européennes ou japonaises. On a vu beaucoup de cimetières qui se trouvent à bord de la route. De chaque tombe, ils sont toujours différents. Ça dépend aussi de la famille riche. Cette cimetière à bord de la route, si on apprend de la religion des musulmans, ils sont pas comme les orthodoxes, ils ont fait les visites de la tombe de cette personne, de son parent. Parce que les gens qui passent pendant les routes, les musulmans ont toujours été priés. Ils sont toujours souviennent de cette personne qui est morte. La caravane se déplace au rythme des sidecars et de leurs passagers. Beaucoup ne peuvent s'empêcher de penser aux grands voyageurs, tels Marco Polo ou El Lamayar, qui ont arpenté bien avant eux ces contrées. Nous reprenons notre route, ponctuée chaque soir et chaque matin par l'installation et le démontage du campement. C'est un vrai plaisir hein, dans un paysage comme ça, sauvage et vraiment unique avec la neige dans les lointains. C'est vraiment exceptionnel. Au 6e jour du circuit, direction Tash Rabat. Des flocons de neige viennent surprendre la courageuse troupe, le froid est vif. Dans les gorges de Tash Rabat, se laisse découvrir enfin le mythique caravansérail, halte légendaire sur la route de la soie. Les commerçants qui se rendaient en Chine ou en Mongolie y trouvaient un abri pour quelques jours. Sa construction remonterait entre le 9e et le 11e siècle. Petite fortification à l'allure austère, en pierre de schiste, elle est de forme rectangulaire d'environ 37 mètres sur 33. Elle comprend 31 pièces qui servaient autrefois de chambre, de cuisine et d'écurie. Au centre, une salle dominée par une coupole faisait office de salle à manger, de salle de réception et de lieu de culte. C'est un témoignage réel de l'existence de la route de la soie et du désir des hommes de communiquer entre eux. Et c'est un témoignage qui est très très vieux parce que cette route de la soie, elle remonte, disons, au 1er siècle. Cette route partait de Xi'an, passait dans sa majeure partie par le nord du désert du Taklamakan, Urumqi, aller sur la ville de Kashgar, et puis passer le col du Torogard qui est derrière nous, qui est le col le plus facile d'accès parce que c'est le plus bas. C'est un bâtiment qui est relativement bien conservé, qui a bien entendu été restauré de façon peut-être un peu sommaire parce que les archéologues n'avaient peut-être pas les moyens de le reconstituer tel qu'il était à l'origine. Mais c'est tout à fait exceptionnel dans un tel lieu de voir un monument qui est remarquablement conservé. Après cette plongée dans l'histoire, quelques téméraires reviennent au campement pour y faire leur lessive dans une eau à 10 degrés. Pire, certains décident de s'y jeter presque nus, ce qui ne peut s'apprécier complètement qu'après un passage au hammam de fortune du campement, véritable luxe après plusieurs jours sans eau chaude.
Le voyage se poursuit avec des arrêts de ravitaillement dans les épiceries locales. Au 9e jour, le groupe apprécie la nuit chez l'habitant, dans la petite ville de Korkochka. Elle reflète encore la Russie tsariste de la fin du XIXe siècle, avec ses maisons aux portails bleus, aux palissades pimpantes et aux jardinets ordonnés. Des chirdaks, magnifiques tapis de feutre colorés et cousus avec des motifs prédécoupés, sèchent au soleil. Ce sont les femmes qui les fabriquent à leur domicile, avec de la laine de mouton, battue, ébouillantée, puis roulée et compressée. La fabrication d'un chirdak de 3 mètres sur 13 peut prendre 1 année. De manière générale, le feutre est largement utilisé dans l'artisanat kirghize. Les hommes arborent encore pour la plupart ces toques traditionnelles en feutre, au perché, les ak-kalpak. C'est une façon de voyager, de découvrir. Et là, franchement, il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas beaucoup de motos. On est les seuls à parcourir vraiment pendant une journée. On ne voit personne. Quand on voit un beau paysage, tout le monde a une sensibilité. On s'arrête tous, on partage et on voit des paysages qui s'offrent à nous comme ça, une lumière. Et voilà, on arrive à se poser et à admirer et à contempler. C'est ça qui est bien aussi. Après la fantastique traversée d'un canyon asséché, s'offre la vision grandiose du lac Issyk-Kul, immense nappe d'eau de 180 km de long par 160 de large, située à 1600 mètres d'altitude. Sa profondeur peut atteindre 700 mètres. Son nom signifie lac chaud. Il peut atteindre en effet une température de 24 degrés l'été et ne gèle pas en hiver. Lieu de villégiature à l'époque soviétique, il attire encore aujourd'hui de nombreux vacanciers du pays ou des régions voisines. Des centres de thalassothérapie et de multiples hôtels bordent sa rive nord. Si l'accès à l'indépendance a déstabilisé les anciennes républiques soviétiques, le Kirghizstan est celle qui, pour s'en sortir, a le plus misé sur le tourisme. Un programme de tourisme associatif impliquant la population pour un hébergement chez l'habitant place actuellement ce pays au premier rang mondial de cette forme de tourisme. Le lac est la dernière halte avant le retour sur Bichkek. Au bord de ce joyau du Kirghizstan, véritable mer intérieure, les voyageurs comblés mesurent la grandeur de ce pays encore peu connu, mais qui gagne à l'être réellement.